Bienvenue sur ce webinaire numéro 3 d'Oser le féminisme sur les violences sexuelles, que fait la justice. Donc, nous sommes présentes Ursula et moi-même, donc Meryl. Ursula est juriste de formation et moi, je suis psychologue. Nous sommes toutes les deux membres d'Oser le féminisme. Et donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat, car nous avons coupé vos micros et vos caméras pour des raisons de bande passante. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser l'onglet conversation pour poser toutes les questions qui vous viennent ou pour intervenir et interagir avec nous. Nous répondrons autant que faire se peut. Donc, Ursula, si tu veux, je te laisse présenter. Ouais. Alors donc, le sujet de notre webinaire, c'est violences sexuelles, que fait la justice. On va présenter ce webinaire dans un contexte, comme vous le savez toutes, depuis plusieurs années de débat et de visibilisation de la parole des femmes sur le sujet des violences sexuelles. Donc on a eu MeToo, on a eu Balance ton port. Récemment, on a le hashtag #IWAS qui permet aux personnes de dire à quel âge elles avaient lors des premières violences sexuelles qu'elles ont subies. Et on voit que ça commence très très jeune. Et donc dans ce contexte-là, on va se demander donc si enfin le débat public est fait sur la question des violences sexuelles, est-ce que la justice pour autant a pris l'ampleur du mouvement et a adressé le problème de l'impunité qui est celle qui existe à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a une évolution? Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions et quelles sont les conséquences pour les victimes? Voilà. Et donc, nous tenions à vous préciser que le sujet étant très délicat et sensible, il ne faut pas hésiter si vous vous sentez ne serait-ce que gêné ou un peu désemparé par ce que nous allons évoquer, de quitter le webinaire pour revenir plus tard si vous voulez, ou pour le regarder en replay par la suite, parce que nous allons enregistrer ce webinaire et ensuite le diffuser sur YouTube. Donc, si vous voulez, si vous ne le sentez pas très bien pendant le webinaire, n'hésitez pas surtout à quitter pour revenir ou à regarder, la suite sur YouTube si cela est trop dur pour vous. Et si cela est trop dur pour vous, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous le signaler, car nous pouvons vous aider au mieux par rapport à cela. Voilà, donc on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte et ensuite on va commencer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Mais... Je vais juste vous demander à tous et à toutes de couper vos micros et vos vidéos parce que sinon ça va laguer en fait. Donc pour une question de bande passante. C'est bon. Le micro, donc on ne peut pas parler. Alors... Voilà. Désolée. Donc du coup, il faut poser les questions dans le chat. Vous avez un onglet en bas, converser, et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Et en fait, alors comment ça va s'articuler? Je vais d'abord vous parler plutôt des aspects du système judiciaire, de la culture du viol et de l'impunité. Ensuite, Meryl va aborder les aspects des conséquences sur les victimes et des violences, des conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles sur les victimes. Et une fois nos interventions terminées, on prendra donc les questions et on répondra aux questions qui ont été posées dans le chat. Voilà. Ok. Alors, je pense qu'on va commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Meryl. Oui, nous pouvons commencer. Ok. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez accès aux slides. Voilà. Donc, violence sexuelle, que fait la justice? Tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'aspect
on va dire, sociétale et l'ampleur sociétale des violences sexuelles, et notamment, là, le cas, on va dire, le crime que je vais dérouler, ce sera principalement le viol, qui est vraiment le cas d'école, étant donné que c'est le plus grand crime qu'on peut commettre en termes de violences sexistes et sexuelles, et celui qui nous permet de mettre en lumière vraiment l'impunité qui sont autour de ces violences-là. Alors, en France, donc, on a 250 000 victimes de viol ou de tentatives de viol par an. Alors, j'ai oublié le 1000, mais donc, c'est donc 93 000 femmes par an, 15 000 hommes et 150 000 mineurs. Donc, ça nous permet de voir quand même que les violences, les viols qui sont commis sont quand même en grande majorité commis sur des personnes mineures. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, évidemment, les enfants sont des victimes idéales pour les agresseurs, étant donné qu'elles sont souvent dans des relations d'emprise avec l'agresseur, que ce soit des violences incestueuses, donc qui sont commises dans la famille, ou alors, de toute évidence, l'impossibilité de se défendre quand on est un enfant et qu'on est face à un agresseur adulte. Mais également, en fait, en termes d'impunité, les enfants ont beaucoup plus de mal à parler des violences qu'ils subissent parce que c'est complètement sidérant, et Meryl vous expliquera mieux que moi les raisons de cela. Mais c'est également pour les agresseurs une façon de s'assurer vraiment l'impunité de leurs crimes. Donc c'est vraiment des violences qui sont massives et qui ont, avec de tels chiffres, une résonance sociétale, qui ne sont pas simplement le fait de quelques individus. Donc comme on peut le voir dans cette étude qui a été faite par IFOP pour l'Institut Jean Jaurès, il y a 12% des femmes qui déclarent avoir été violées dans leur vie. Donc, à prendre en compte également que ce chiffre, c'est les personnes qui ont pu mettre le mot de viol sur ce qu'elles ont subi, mais également les personnes qui s'en souviennent. Donc, Meryl vous expliquera mieux les mécanismes de la mémoire traumatique, mais il y a énormément de personnes qui sont violées soit dans leur enfance, soit plus tard, mais qui oublient le viol. Donc, dans ces 12%, on peut vraiment considérer que le chiffre est vraiment à minima. Et donc, ça représente néanmoins une grande part de la population des femmes en France. Donc, ces violences, elles sont commises en grande majorité par des hommes. C'est pourquoi, nous, à Oser le féminisme, on essaye d'insister sur l'appellation violence masculine, pour remettre également le pointeur vers les auteurs des violences et pas toujours vers les victimes, parce qu'on dit souvent violences faites aux femmes, mais les auteurs, ce sont bien en grande majorité des hommes. Donc, toute infraction sexiste confondue, les personnes mises en cause sont à 91% des hommes, et les personnes condamnées sont à 96% des hommes. Donc, des violences pédocriminelles, comme je vous l'ai un peu évoqué précédemment. Donc, l'âge moyen lors des premières violences sexuelles est de 10 ans. Donc, c'est très, très jeune. C'est même sidérant à quel point c'est jeune. Et ça pose aussi des questions pour le développement. À partir du moment où une personne est victime de violences sexuelles, à 10 ans, Meryl vous en parlera mieux que moi encore, mais ça fait que pour le reste de sa vie affective et sexuelle, elle sera plus susceptible d'être à nouveau victime de viol. Voilà. Et dans 83% des viols sur mineurs, les victimes sont des filles. Et donc ces violences, c'est bien le sujet de notre webinaire, sont de façon écrasante impunies. Donc la moitié des victimes ne fait pas de démarche lorsqu'elle est victime de viol, et environ 10% des victimes portent plainte, et seulement 10% de ces plaintes vont aboutir à une condamnation de l'agresseur, ce qui fait que 99% des violeurs sont impunis, et donc 1%, moins de 1% des victimes de viol auront réparation au niveau de la justice pour le viol qu'elles ont subi. Alors pourquoi un tel échec? Quand on en arrive à moins de 1% des violeurs condamnés, je pense qu'on peut parler d'un total échec, une défaillance absolue du système. Donc il y a plusieurs raisons à cet échec qu'on va aborder. Des raisons culturelles, qui ont donc attrait à toute la culture du viol et les représentations culturelles, non seulement de l'agresseur, mais aussi des victimes qu'on peut avoir en société. Des défaillances du système judiciaire, et également de la définition légale du viol qui, on va le voir, est très limitée.
Donc, la culture du viol, c'est un concept sociologique qui a été utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée, qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. Alors, c'est une expression qui est apparue dans la seconde vague du féminisme aux États-Unis, donc précisément au sein du mouvement féministe radical. Et donc, la culture du viol, c'est un ensemble de comportements et de mythes qu'on va avoir collectivement autour du viol. On l'a tous, toutes vécu, je pense, et tous et toutes constaté. Par exemple, qu'est-ce que tu faisais toute seule le soir dans la rue, pourquoi tu portais une jupe courte, ah oui, mais c'est ton copain, c'est pas possible qu'il te viole. Voilà. Et il y a également, comment dire, la question de la coercition graduelle qui rentre en jeu, qui est par exemple que quand on a accepté, par exemple, certaines pratiques sexuelles, imaginons, je sais pas, s'embrasser ou se caresser, ça veut dire que si il y a pénétration, on ne peut pas considérer ça comme un viol étant donné qu'on avait accepté les prémices. Donc tout ça, toutes ces considérations-là et ces projections qu'on va faire sur les victimes et sur les agresseurs et sur les récits de viol, c'est donc la culture du viol. Donc ça, c'est une étude qui a été faite pour Mémoire traumatique et victimologie, qui est très intéressante parce qu'elle pose des questions, enfin, c'est les réponses à des questions qui ont été posées avant MeToo, donc en 2015, et après MeToo, en 2019. Et on voit donc, on peut faire le comparatif entre avant et après et se rendre compte qu'en fait, MeToo, ça n'a pas forcément eu un impact positif en termes de culture du viol pour les gens, parce que quand bien même ça a pu permettre aux victimes de se reconnaître enfin comme victimes et de voir un vécu commun, ça crée aussi, à l'inverse, un backlash qui est classique en termes de lutte féministe. À chaque fois qu'il y a des avancées, il y a systématiquement une réponse qui est proportionnelle, on va dire. Alors, donc le premier chiffre, c'est que 17% des Françaises et Français considèrent que beaucoup de femmes qui disent non à une proposition de relation sexuelle veulent en fait dire oui. Donc on passe de 19% des personnes qui pensaient ça à 17%. Donc là, l'impact du MeToo, il a été positif. Mais il n'est pas énorme quand même, mais bon, il existe. Ensuite, 42% des Françaises et Français qui estiment que si la victime a une attitude provocante en public, ça atténue la responsabilité du violeur. Donc 42% face à 40% en 2015, là c'est une augmentation. Donc là, c'est vraiment, on est en plein dedans dans la culture du viol, c'est-à-dire tout ce que je vous ai explicité avant. Si l'attitude est jugée provocante, donc sur la base de l'attitude, les vêtements ou quoi que ce soit, quelque part, on comprend le violeur, on comprend qu'il soit trompé. Voilà, il y a ce mythe-là aussi que les violeurs ne savent pas ce qu'ils font, que ce seraient des codes féminins qu'ils ne comprendraient pas, alors que les violeurs et les agresseurs savent pertinemment ce qu'ils font. Ensuite, 18% des Françaises et Français qui jugent que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Donc on passe de 21 à 18%, donc là il y a eu un impact positif de MeToo. Ensuite, 32% des Françaises et Français qui pensent qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu. Donc on passe quand même de 29% à 32%. Donc là, il y a une augmentation, et ça, c'est typiquement les représentations de la culture du viol. Je viens de vous expliciter il y a littéralement une minute que le viol serait un malentendu, que ce serait qu'on n'a pas compris ce que la personne en face voudrait. Ensuite, donc... 42% des Françaises et Français qui pensent que ça atténue la responsabilité du violeur si la victime a une attitude provocante en public. Donc c'est le même chiffre que précédemment, en fait, donc une augmentation après MeToo. Donc si pour 31% des Françaises et Français, une victime est en partie responsable si elle a déjà eu des relations sexuelles avec le violeur. Donc ça a augmenté, c'est 27% en 2015 et 31% en 2019. Alors là, c'est aussi une non prise en compte, un refus de qualifier le viol conjugal ou les violences sexuelles entre conjoints ou même ex-partenaires sexuels, peu importe si la relation a été suivie ou pas, comme viol. Comme si en fait un consentement ou un désir qui a été partagé avant signifierait automatiquement qu'il le sera toujours et qu'il ne peut pas être révoqué en fait. 37% des Françaises et Français qui considèrent que les victimes accusent souvent à tort par déception amoureuse ou pour se venger. Donc ça a augmenté, et très fortement, de 5 points. Et donc ça, on l'abordera après, mais c'est aussi un élément très fort de la culture du viol, qui est donc le mythe de la fausse accusation. Alors, quand je dis le mythe, ça ne veut évidemment pas dire que ça n'arrive jamais, mais c'est dire que c'est infinitésimal,
et que c'est pourtant ce qui est souvent amené aux victimes, ce qui est systématiquement en fait retoqué. Et donc, souvent, quand 37% des Françaises et Français pensent que c'est souvent des fausses accusations, on peut s'interroger quand même sur ce que veut dire souvent, et dans les réalités, ça l'est pas du tout. Pardon, j'ai pas fait exprès. Et donc ensuite, 27% des Françaises et Français qui pensent que beaucoup de viols ayant fait l'objet de plaintes n'en sont en fait pas. Donc là, encore une augmentation. Donc ça illustre quand même que la culture du viol est quand même toujours très très présente, malgré MeToo, malgré le fait que les victimes parlent et accusent publiquement et quelque part se rebellent contre cette impunité et ce silence qui est posé sur elles par le patriarcat, provoque une réponse qui est réelle en termes de culture du viol et de société. Alors, cette culture du viol, elle a un impact réel sur le système judiciaire, parce que alors, le droit, tel qu'il existe dans un état de droit, tel qu'il a été conçu même par les premières civilisations qui l'utilisaient, c'est la morale quelque part. C'est-à-dire que le droit est un reflet de ce qu'une société considère comme vrai ou non, bien ou mal. Il y a vraiment des aspects moraux du droit, dans le sens où on va regarder que dans différentes cultures, on ne va pas avoir une même prise en compte juridique par rapport à ce qui existe déjà culturellement dans la société donnée. On peut aussi s'interroger sur, par exemple, d'autres infractions qui n'ont rien à voir avec le viol. Si on regarde, par exemple, un vol à l'étalage ou le vol de voiture, la façon dont il est puni par rapport à un vol, une fraude fiscale, par exemple, il est plus sévèrement puni qu'une fraude fiscale en termes d'échelle de condamnation et échelle de sanction. Donc ça veut également dire que autant que le droit peut avoir des discriminations classistes en son sein, il a évidemment aussi des discriminations sexistes, étant donné que la société l'est elle-même, donc le droit en est un reflet. Donc l'impact direct de la culture du viol sur le système judiciaire, c'est, comme je vous le disais déjà, le mythe tenace de la fausse accusation de viol. Donc pour ça, il y a 2 cas d'école qui ont fait beaucoup de bruit quand ils sont sortis, et pour certains, donc pour celui de l'affaire Polanski qui continue. Donc dans l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, donc si vous vous rappelez, c'était comment dire, il avait une réputation qui n'était plus à faire en matière de harcèlement, comme on peut le dire dans le langage commun, vraiment le dragueur invétéré. Voilà, ça c'est des mots pour minimiser ce que va être un agresseur. Pour autant, donc, il a été accusé de viol par Nafissatou Diallo pour un viol qui a été commis à New York. Et donc, la presse française s'en est saisie et a quand même, de façon assez massive, surtout la presse de gauche, défendu Dominique Strauss-Kahn en disant que c'était donc justement un dragueur qui est allé trop loin, un séducteur invétéré, etc. Et il y a même eu un éditorialiste qui a appelé le viol de Nafissatou Diallo un troussage des domestiques. Donc je pense qu'en termes de culture du viol et de minimisation, mais aussi de violences racistes et sexistes, on peut difficilement faire pire que ça. Et à l'époque, il y avait donc BHL, donc Bernard-Henri Lévy, qui avait donc qualifié l'accusation de Tristan Banon, qui est, elle, une journaliste française qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol cette fois, en disant « Cette autre jeune femme, française celle-là, qui prétend avoir été victime d'une tentative de viol du même genre, qui s'est tue pendant 8 ans, mais qui, sentant l'aubaine, ressort son vieux dossier et vient le vendre sur les plateaux télé. » Donc on retrouve là vraiment tous les poncifs, c'est-à-dire qu'elle cherche quelque chose, elle a un gain, voilà, il y a une intention derrière cette accusation de viol, et donc toujours cette notion que les femmes mentent, en fait, que la première pensée qu'on va avoir quand une femme va porter plainte contre quelqu'un, contre un homme, c'est donc remettre en question sa parole et donc sous-entendre, ou même plus que sous-entendre, la complètement affirmer qu'elle ment et qu'elle cherche autre chose. Dans l'affaire Polanski, ça a été également assez prégnant. Donc, il a été, comme peut-être vous le savez ou pas, condamné pour viol sur mineur aux États-Unis, et donc il est fugitif depuis un certain nombre d'années maintenant, bientôt, je pense, une trentaine d'années, qui fuit la justice et qu'il est planqué donc en Europe.
Mais au-delà de cette condamnation pour viol, il a énormément d'accusatrices. En tout, il y a 12 personnes qui l'accusent de viol. Et récemment, donc, il y a Valentine Monnier qui l'a accusé de viol, et la réponse de Polanski et de son entourage, c'est évidemment de dire qu'elle ment, que ces femmes sont des affabulatrices. Et donc, on peut quand même constater que la culture du viol est tellement forte qu'on a quand même, en tant que, comment dire, culture française du cinéma, célébré un violeur d'enfants condamné au dernier César avec le prix de meilleur réalisateur. Donc, il y a une absolue, absolument pas de prise en compte de la parole des victimes qui est complètement niée et, euh, et sur laquelle on jette l'opprobre du mensonge en permanence. Alors, pourtant, le taux de fausses accusations de viol ou d'amplification des faits ne dépasse pas 3 à 8% selon pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, et c'est un chiffre en fait qui est complètement consistant avec le reste des crimes. Pourtant, si je vais porter plainte parce qu'on m'a volé mon vélo, je ne pense pas qu'on m'a demandé comment j'étais habillée et si je cherche à diffamer le voleur. Et c'est systématiquement une réponse qui est faite face aux victimes de viol et de violences masculines, et qui n'a donc pas lieu d'être. Donc, au-delà du mythe de la fausse accusation de viol, il y a également tout le concept de slut-shaming qui a des conséquences directes dans le système judiciaire. Alors, il y a un cas d'école en la matière en France, qui est l'affaire du viol du 36 quai des Orfèvres à Paris. Donc, c'est l'affaire d'un viol en réunion par des policiers au sein même des locaux de la police, d'ailleurs un des services les plus prestigieux de la police française, puisque c'est la police criminelle de Paris, d'une touriste canadienne. Alors, cette jeune femme, en fait, avait pris des verres dans un bar du coin avec les policiers. Son père, étant policier à cette jeune femme, elle a complètement fait confiance aux policiers. Elle ne s'est absolument pas doutée qu'elle pouvait être en danger. Et donc, ils l'ont amenée dans les locaux de la police sous le prétexte de lui faire visiter, et donc l'ont violée en réunion. À peine elle est sortie de la pièce dans laquelle elle a été violée, qu'elle a vu une femme policière à laquelle elle s'est accrochée en fait, et elle lui a dit tout de suite, c'est-à-dire à l'instant même, qu'elle avait été violée, qu'elle avait senti, c'était dans le noir donc, qu'elle avait senti 4 hommes la violer, mais elle ne pouvait pas identifier les 4 puisqu'en fait il y avait 2 personnes avec qui elle avait eu les contacts dans le bar, et les autres personnes, elle les avait pas vues en fait dans la pièce. Pendant toute l'instruction a été faite. Alors, un détail également qui n'en est pas un, mais donc la policière a immédiatement conduit la victime pour qu'elle porte plainte et qu'elle la sortir de ce service-là. Néanmoins, quand les services de la police scientifique sont venus, la pièce dans laquelle elle a été violée avait été entièrement passée à la javel. Et les policiers qui ont été mis en cause n'ont été arrêtés que le lendemain, n'ont même pas été arrêtés sur les faits, alors que tout de suite elle a dit qu'elle avait été victime de viol. Voilà. Donc l'instruction de cette affaire, ça a été un classement sans suite, comme plus de 70% des plaintes pour viol. Et donc la victime a vraiment dû insister avec l'aide de ses avocats auprès du procureur de la République pour obtenir un procès. Ça lui a coûté énormément d'énergie et d'efforts, et forcément d'argent quand on doit payer un avocat, pour que ce procès soit instruit, et les policiers ont été condamnés pour viol. Donc il y a quand même des questions à se poser. Quand le parquet nous dit que les preuves sont insuffisantes pour au final aboutir à une condamnation, a priori c'est que le parquet a mal fait son travail dans l'évaluation des preuves qui étaient en sa possession. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que dans le procès, la vie sexuelle de la victime a complètement été décortiquée. La défense a vraiment présenté toute l'étendue des partenaires sexuels que la victime avait eu, l'a humiliée sur les vêtements qu'elle portait, parce qu'elle avait un string, etc., en signifiant que parce qu'elle s'était habillée comme ça, comportée comme ça, de façon aguicheuse dans le bar, parce qu'elle avait embrassé également les policiers dans le bar, et quelque part, elle l'avait bien cherché. On ne pouvait pas croire une femme qui était donc une femme de petite vertu face à des policiers qui sont la fleur de la nation. Et donc, c'est des défenses qui sont
à l'heure actuelle toujours admissible en droit français, alors que dans d'autres pays, c'est complètement interdit. Je peux vous citer le cas de l'Australie, mais il y a bien d'autres pays qui ont interdit ce type de défense. En France, c'est toujours possible et la jurisprudence est assez tiède en la matière. Donc là, on est vraiment dans le cas parfait du slut shaming où on va donc aller sur la vie de la femme victime pour vraiment prouver que parce que, entre guillemets, c'est une salope, et ben, elle ne peut pas être violée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également avec les personnes prostituées ou les actrices porno, étant donné que on considère qu'elles donnent leur consentement à n'importe qui, et ben, comme ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être violées, ce qui est évidemment faux. N'importe quelle... Enfin, peu importe la vie d'une femme, quand elle est victime de viol, elle est victime de viol. Et donc, en Espagne, il y a eu le cas du procès de la Manada. Donc, c'était une femme de 18 ans qui a été violée en réunion par 5 hommes qui ont donc fait des... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une précision intéressante dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres, que au dossier était versé un SMS qu'un des policiers qui était... mise en cause avait envoyé à d'autres policiers sur un WhatsApp collectif en disant « Celle-là, c'est une touseuse, ramène-toi ». Voilà. Pour le procès de la Manada, donc, c'est un viol en réunion de 5 agresseurs qui ont violé une femme de 18 ans au cours d'une feria. Et ils ont filmé donc le viol. Et la vidéo a été versée au procès. Et donc là également, le slut-shaming a été mis en place, étant donné que la défense a argumenté que parce que la victime avait ensuite posté des photos d'elle sur les réseaux sociaux souriante, ça voulait dire qu'elle n'avait pas été victime de viol. Donc là, on a également là des projections et des représentations des victimes de viol où on attend d'elles un certain comportement, et si elles ne rentrent pas dans les cases de ce comportement qui est complètement une fabrication par ailleurs, et ben, leur parole est mise en doute. Alors, dans le procès de la Manada, les violeurs n'ont pas été condamnés pour viol en première instance et en appel parce que le juge a estimé qu'elle ne se débattait pas sur la vidéo. Voilà. Mais en Cour suprême, ça a été retoqué et donc ils ont été condamnés pour viol. Donc, les mythes qui sont projetés sur les victimes de viol et qui font partie donc, du système de culture du viol, ça sous-tend 3 angles d'idées. Le premier, donc, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que vraiment toute l'accusation est une fabrication. Le deuxième, c'est qu'en fait, elle était consentante, elle a aimé. Donc, comme on peut le voir dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres, les policiers ont d'abord utilisé le « il s'est rien passé ». Ils ont d'abord dit qu'il ne s'était rien passé. Ensuite, quand les prélèvements ont été faits sur la victime et on a pu avoir le sperme de 2 policiers à l'intérieur de la victime, là, ils sont passés sur « mais en fait, elle était consentante » voilà, le slut-shaming, c'est une femme de petite vertu, donc voilà. Et donc, ça sous-entend également le « elle l'a mérité ». Quand on fouille dans la vie d'une victime pour montrer qu'au final, c'est pas très grave d'avoir violé cette femme. Donc, cette culture du viol, elle a donc des réalisations directes dans la prise en charge des victimes, on l'a vu, et dans le parcours judiciaire des victimes également. Et le parcours judiciaire des victimes, il a plusieurs défaillances. La première étant la prise en charge des victimes à l'étape de la plainte. Donc, dans une étude qui a été faite pour Mémoire traumatique et victimologie, on constate que 82% des victimes ont mal vécu leur dépôt de plainte et 70% ne se sont pas sentis reconnus comme victimes par la police et la justice. Pour illustrer cette prise en charge complètement défaillante, je vais mettre en lumière plusieurs témoignages. Alors, le premier, c'est donc une victime qui a porté plainte, qui a voulu aller porter plainte au commissariat pour viol. Et donc, le policier n'avait pas l'air très convaincu par ce qu'elle racontait, pour ensuite lui dire « De toute façon, vous n'avez pas l'air très cohérente, je crois que vous mentez, et je vais me faire un malin plaisir de le prouver. Je ne prends pas des plaintes des folles. » Voilà, donc on a là une réponse typique empreinte de culture du viol de femme qui ment. Ensuite, un autre témoignage de Aline, de 31 ans, qui a été violée par son ex-conjoint. Alors, le policier lui demande pourquoi elle ne s'est pas mieux défendue et qui lui a dit qu'il n'y avait pas d'éléments pour déposer plainte. Et donc, les policiers ont refusé la plainte et n'ont pris qu'une main courante. Donc là, on a
ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la victime du viol en réunion de la Manada, c'est-à-dire des projections sur ce que devrait être une victime de viol, comment devrait réagir une victime de viol, et que si on ne se débat pas, en fait, finalement, c'est qu'il n'y a pas viol, avec une absence totale de considération pour tous les phénomènes qui peuvent être la sidération, la dissociation, etc. Et en plus, un refus de plainte, ce qui est complètement illégal, on le verra par la suite. Et là, donc dans ce témoignage-là, on a une victime qui nous dit « J'ai réalisé qu'il est... » Donc elle parle d'un policier. « J'ai réalisé qu'il était dans la séduction. Il ne m'a pas posé des questions sur ma vie... Il ne m'a pas posé des questions... Pardon. Il m'a posé des questions sur ma vie intime, déplacée et sans aucun rapport avec le sujet. Et il sous-entendait que si j'acceptais certaines pratiques sexuelles dites de soumission, alors mon fiancé aurait pu croire que mes refus et mon état de prostration étaient un jeu. Il m'a demandé si je pratiquais la sodomie avec lui, si on s'attachait, si nous avions des jeux avec des sextoys et des déguisements. Je me suis rendu compte que ça l'excitait. » Donc dans le témoignage de cette victime, par la suite, le policier en question qui l'a auditionné va prendre son numéro sous prétexte de la procédure pour ensuite lui envoyer des SMS à caractère sexuel. Donc on a là carrément un policier qui utilise sa position pour être dans la prédation et non seulement se mettre à nouveau, agresser une victime qui a déjà été agressée et qui vient pour obtenir réparation, mais qui en plus ne fait qu'augmenter le trauma de la victime et sa peur en fait, parce que si on est victime de viol et qu'on va porter plainte, qui est la réponse que nous dit qui est la solution que nous apporte la société, parce que quand on est victime d'une infraction quelle qu'elle soit, on nous dit dans un état de droit qu'on doit porter plainte, et si on le fait et que la réponse qu'on a c'est une autre agression, quelle réponse il reste en fait. Et là on a un cas donc de 2 modèles qui ont été agressés sexuellement par le même photographe qui s'est masturbé dans leurs mains lors d'une séance photo nue, et donc quand elles sont allées porter plainte ensemble au commissariat, la réaction, ça a été de lever les yeux au ciel à l'évocation de leur métier et de conclure fallait s'y attendre et de dire ça devait être dur pour lui de rester immobile. Donc on a là, encore une fois, une projection de culture du viol avec du slut-shaming. Voilà, si tu fais des photos nues, après tout, t'es une salope et donc faut t'attendre à être agressé. Et carrément le harcèlement de la part d'un policier. Alors, j'en parlais tout à l'heure, donc les policiers n'ont absolument pas le droit, policiers ou gendarmes d'ailleurs, de refuser les plaintes. Donc c'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Bon, je ne vais pas je vais pas vous le lire parce que, en gros, en substance, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de refuser les plaintes, mais comme on l'a vu, ils le font quand même. Hein. C'est une pratique qui est malheureusement toujours assez répandue et qui doit vraiment cesser. Et donc, il y a également un phénomène au-delà donc, de la projection de la culture du viol qui a un impact sur la prise en charge des victimes, et aussi le phénomène de déqualification. Donc, la déqualification, c'est quoi ? C'est quand une victime vient porter plainte pour des faits de viol et que la justice va instruire la plainte pour viol, mais va déqualifier les faits du viol, qui est donc un crime, vers l'agression sexuelle. Donc les motifs qui sont mis en avant par l'institution judiciaire pour la disqualification, enfin disqualification ou déqualification, c'est le même concept. C'est donc un motif d'opportunité parce qu'on dit que c'est plus rapide de juger des délits devant un tribunal correctionnel qu'un crime devant les assises, ce qui est vrai, mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on doit déqualifier le viol vers un tribunal correctionnel ? Non, puisqu'en fait, s'il y a une qualification de viol dans le droit français, c'est bien pour qu'elle soit appliquée. Désengorger les cours d'assises et aussi l'élément de preuve. Parce qu'on nous dit que donc, les éléments de preuve qui sont à apporter pour une agression sexuelle sont moindres, c'est-à-dire qu'on va être moins exigeant en tribunal correctionnel que pour le viol, où on va demander un faisceau d'indices et un faisceau de preuves assez important. Et donc, souvent, les procureurs ont peur, en fait, de ne pas obtenir la condamnation pour viol aux assises et vont donc aller au correctionnel pour avoir une condamnation pour agression sexuelle. Sauf qu'on constate que les condamnations pour viol, évidemment, c'est des condamnations pour un crime, donc c'est ma slide d'après, c'est des peines qui sont beaucoup plus lourdes, alors que dans le cas de l'agression sexuelle, c'est des peines qui sont qui sont souvent du sursis, en fait, voire carrément juste un rappel à la loi pour les primo-délinquants. Voilà, et je vais retourner sur cette slide rapidement. Donc, quand on nous dit aussi que le motif, c'est de désengorger les cours d'assises, ça
ça sous-tend également un problème de fonctionnement du système judiciaire qui a un manque de moyens terrible et que sans plus de moyens alloués au système judiciaire, aux tribunaux et voilà, à tous, en fait, à la justice, ce sera difficile de prendre en charge mieux les victimes de viol. Et donc, le fait de disqualifier les faits du viol à l'agression sexuelle, ça a des conséquences sur plein d'éléments, parce que ça minimise la gravité du viol. Donc déjà, auprès de la victime, c'est très grave de, quelque part, lui nier son vécu, la gravité de ce qu'elle a vécu pour le mettre sur le plan de l'agression sexuelle. Ça a des conséquences pratico-pratiques également en termes de droit sur les délais de prescription. Les délais de prescription sont bien plus grands pour le viol que pour l'agression sexuelle. Ça a des conséquences sur l'accompagnement de la victime, sur la prise en compte par le tribunal de la parole de la victime. Voilà, la victime ne sera pas reconnue comme une victime de viol, mais comme une victime d'agression sexuelle. Et également pour l'agresseur, en fait. C'est-à-dire que quand on a violé une femme ou un enfant, peu importe, ou un homme, et qu'on est condamné pour agression sexuelle et qu'on a pris du sursis, qu'est-ce que ça nous donne comme message en termes d'impunité? C'est quand même un message qui est assez fort. C'est pas la peine n'est pas à l'auteur du crime, quoi. Également en termes de dommages à intérêts qui peuvent être perçus par la victime, les dommages à intérêts sont évidemment beaucoup moindres en termes d'agression sexuelle. Et puis même en termes de pédagogie sociale, de messages qu'on adresse à la société, ça pose également un gros problème. Alors, dans les éléments qui vont mettre en place cette impunité, il y a également la définition légale du viol qu'on a en France. Donc, l'article 222-3 du Code pénal en France définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Donc, en fait, on constate là que dans la définition légale du viol, les éléments constitutifs de l'infraction sont bien la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et c'est ces éléments-là qu'il va falloir prouver. Alors que dans l'imaginaire commun et dans les représentations culturelles qu'on a du viol, la notion qui est mise en avant, c'est le consentement. À chaque fois qu'on va parler de comment avoir une meilleure... par exemple, dans MeToo, ça a été énormément débattu. Comment avoir un meilleur dialogue, avoir une meilleure écoute des victimes de viol, on va dire, on doit mettre au cœur des débats, au cœur de l'éducation sexuelle, le consentement. Or, le droit, c'est pas du tout ce qui prend en compte, et pourtant, c'est ce qui est également débattu par la défense très souvent, le consentement de la victime. Et c'est un élément qui est aveugle en fait au regard du droit, qui ne rentre pas en compte dans la définition du viol. Donc ça pose problème. Parce que pour prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, c'est des éléments qui sont assez limitatifs et qui ne vont pas du tout représenter énormément de situations dans lesquelles il y a pourtant viol. Non seulement il y a viol pas au regard de la loi, mais dans le vécu de la victime et dans l'intention de l'agresseur, il y a bien viol. Exemple, il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique avec des enfants de 11 ans, 10 ans, 11 ans. En l'occurrence, je pense à une affaire où la victime avait 11 ans et le violeur 39 ans, et où il a amené la petite fille dans une cour d'immeuble et l'a donc violée. Et la victime n'avait opposé aucune résistance, étant donné que c'est une enfant de 11 ans qui ne sait pas ce qu'est un rapport sexuel, qui n'a pas de moyens de s'opposer en termes physiques, psychiques, face à un homme adulte. Et donc, ce viol, parce que moi, personnellement, en tant que féministe, je vais l'appeler viol, la loi ne le reconnaît pas comme un viol, parce qu'il n'y a pas violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. Et donc, ça a été qualifié comme agression sexuelle. Donc, c'est donc ces éléments-là qui posent problème, c'est donc la charge de la preuve. Donc, prouver ces 4 éléments et le consentement, lui, ne rentre pas en jeu, mais aussi parce que c'est en soi compliqué, puisqu'il y a des éléments moraux dans l'acception de viol, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une contrainte, comment prouver la contrainte, qu'est-ce que c'est qu'une menace, comment prouver la menace, qu'est-ce que c'est qu'une surprise, comment prouver la surprise, et la violence. Alors, c'est peut-être un des seuls éléments sur lesquels on peut avoir des éléments physiques, mais les autres éléments sont des éléments à caractère moral. Donc, la charge de la preuve bénéficie toujours à l'accusé, en fait. Donc, si la charge de la preuve, on considère qu'il y a doute, ça va bénéficier à l'accusé. Donc, il y a un vrai problème dans la définition du viol qui a été souligné aussi par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes,
Et donc, comme je vous disais, la question du consentement qui n'est pas prise en compte, et même le consentement est également une notion morale, c'est-à-dire que c'est une notion de volonté. Donc, il n'y a pas le droit a du mal à suivre en fait sur tout ce qui va être élément de preuve quand on veut prouver une notion qui est une notion morale. Et donc, on a le cas de la Suède qui, pour renverser la charge de la preuve, a changé sa définition du viol en définissant le viol par tout acte sexuel sans accord explicite. Donc, c'est un changement qui est extrêmement important parce que dans la définition française du viol, et pas que de la France d'ailleurs, hein, dans la définition de la grande majorité des pays, la charge de la preuve pèse sur la victime. C'est-à-dire que c'est la victime qui va devoir prouver qu'il y a une menace, violence, contrainte ou surprise, alors que là, en fait, ça renverse la charge de la preuve et c'est donc le violeur accusé qui va devoir prouver qu'il n'y a pas eu, qui va devoir prouver qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu accord explicite, pardon. Donc pour se décharger du viol, il va devoir démontrer que la victime a positivement exprimé son consentement, son désir, et c'est comme ça en fait que l'accusation de viol pourra être écartée. Donc la charge de la preuve est complètement renversée et ça c'est très intéressant. Donc en France, dans la même étude que je vous ai citée tout à l'heure de mémoire traumatique et victimologie, en 2019, donc, on a demandé aux Françaises et aux Français si elles et ils pensaient que les condamnations pour viol avaient augmenté en France, après tout le débat MeToo, etc. Il y a donc 91% des Françaises et Français qui ont considéré que ces condamnations avaient augmenté. Or, en fait, c'est complètement faux. C'est même dramatiquement faux, puisque depuis l'affaire Outreau, qui a été vraiment un cas d'école en termes de débâcle judiciaire, étant donné que ça s'est fini sur la considération que les enfants avaient menti, alors que si on regarde un peu dans les faits, les enfants n'ont absolument pas menti. C'est l'instruction qui a été mal faite et qui a pêle-mêle mis beaucoup d'accusés sur le banc des accusés, certains qui avaient été directement visés par les enfants, d'autres non. Et les enfants, par contre, eux, avaient des lésions, avaient bien été violés. Et pourtant, c'est resté dans les annales du droit comme les enfants ont menti. Ce qui est également de la responsabilité de la défense qui était assurée à l'époque par Éric Dupond-Moretti, qui a eu pour litanie de répéter ça, en fait. Et depuis, en fait, cette affaire Outreau, les condamnations pour viol ont chuté de 40% en 10 ans. Donc, c'est une chute extraordinaire qui est vraiment très, très grave et qui nous montre en fait que même si le changement culturel est en marche, en tout cas je l'espère, le changement en termes de pratique judiciaire ne l'est pas. En tout cas, à l'heure actuelle, en termes de condamnation, on ne voit pas pour l'instant les conséquences de MeToo. Pourquoi alors, effectivement, la société et la culture ont une influence sur le droit, mais le droit, lui, n'a pas du tout été modifié. Alors, à la marge, Marlène Schiappa, avec la loi Schiappa, a augmenté les délais de prescription pour les viols sur enfants. Il y a eu donc la mise en place de l'infraction de harcèlement sexiste dans la rue, etc. Mais c'est vraiment des choses à la marge. Il n'y a pas un changement de pratique globale et surtout de vision qu'on a des violences sexuelles en termes de prise en charge judiciaire. Voilà, donc pour avoir un vrai changement dans le système judiciaire, le changement sociétal précède, c'est-à-dire que souvent le droit est un reflet donc de la morale de la société, et ce changement qui perdure, qui grandit dans la société de croire les victimes, de les laisser parler, de les écouter et de ne pas remettre en question leurs paroles, aura, je l'espère, un impact sur la prise en charge judiciaire. Le droit est assez lent à répondre, mais je pense qu'il faut effectivement militer et continuer à mettre la pression sur les instances politiques pour qu'il y ait une vraie volonté politique de changer le système judiciaire et la prise en charge des victimes. Alors pour ce changement, il y a un rapport qui a été fait en 2016 par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Donc, si vous voulez, c'est des réponses et des préconisations qui sont connues depuis un certain nombre d'années. Et il y a un manque de courage politique et de volonté politique qui font que ce n'est pas pour l'instant vraiment pris à bras le corps. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des recommandations. Alors, moi, ça me fait un petit peu un bug. Je n'arrive pas à voir le premier truc, mais bon, il y a des recommandations sur la sensibilisation de la société, avec donc lancer une campagne de sensibilisation au niveau national autour des agressions sexuelles, du viol, etc.
développer des partenariats avec les écoles de journalisme pour que les médias, quand ils reprennent des affaires de viol, n'utilisent pas les poncifs de la culture du viol et dans la façon dont ils traitent les femmes victimes. Un axe 2 qui est la formation des professionnels avec le fait que soit intégré dans la formation initiale des policiers, des gendarmes et de toute personne qui sera en charge de suivre les victimes de violences sexuelles, un focus spécialisé sur le viol et les autres agressions sexuelles, encore une fois pour combattre ces représentations sexistes de culture du viol qui pèsent sur les victimes. Donc un axe accueil, protection et accompagnement des victimes, avec donc l'accès pour les victimes aux unités médico-judiciaires et en urgence. Une recommandation qui est extrêmement importante, c'est des soins pris en charge à 100% par l'État des conséquences psychotraumatiques des victimes de viol, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Hein. Alors que ça existe dans d'autres pays, ça existe au Canada. Par exemple, au Canada, il n'y a même pas besoin d'avoir porté plainte ni d'avoir une condamnation pour viol pour bénéficier à 100% de ces soins pris en charge. Il suffit simplement de se déclarer comme victime de violences sexuelles. Et dans ce cas-là, en fait, les soins pour les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles seront entièrement pris en charge. Et donc, la recommandation numéro 6, qui est renforcer l'accès au droit à l'indemnisation des victimes. Et donc l'axe 5 qui, évidemment je ne vois pas non plus, la sensibilisation de la société avec... non, mais ça c'était celui d'avant. Pardon. Hop. Voilà. L'axe 4 qui est donc le traitement judiciaire. Et donc le Haut Conseil de l'égalité préconise également que la définition du viol et des agressions sexuelles soit modifiée, soit renforcée, parce qu'à l'heure actuelle, elles sont extrêmement limitées comme on a pu le voir. Et donc, avec la recommandation numéro 8, c'est une recommandation, enfin, quelque chose qui est demandé de longue date par les féministes, qui est l'instauration d'un seuil d'âge de 13 ans en dessous duquel un enfant sera toujours considéré comme non consentant. Mais encore faut-il que la notion de consentement rentre également dans le droit, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un petit aparté, mais la notion de consentement, elle existe dans le droit qu'en droit des contrats, en fait. Donc, c'est une notion qui existe en droit civil, qui est une condition de formation d'un contrat. C'est-à-dire que quand on conclut un contrat entre deux parties, il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Donc, on a pris cette notion de droit civil et on l'a plaquée au droit pénal et au droit au viol. Et pourtant, c'est une notion qui est étrangère dans vraiment le code pénal, en tout cas en matière de viol. Voilà, donc ce seuil de consentement qui est de longue date réclamé par les féministes, et donc allonger les délais de prescription, nous on dirait même les supprimer en fait, les délais de prescription. Ensuite, que la qualification du viol soit toujours poursuivie et reconnue en assise, donc pas déqualifiée en agression sexuelle, et donc que les moyens dévolus à la justice pour la prise en charge de ces violences soient augmentés. Et donc l'axe 5 et le dernier, c'est donc une éducation à la sexualité effective une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge dans les écoles pour assurer l'éducation et la protection des jeunes. Alors, à l'heure actuelle, dans le droit, c'est 2 heures par an qui sont dévolues à cette éducation-là, et c'est même pas effectif, en fait. Donc, déjà, ces 2 heures par an ne sont pas mises en place et elles sont incroyablement insuffisantes. Voilà. Alors, maintenant, donc on a vu que que l'impunité était vraiment mise en place, enfin, qu'il y avait vraiment un système d'impunité qui concourait de plusieurs éléments en matière judiciaire, donc les éléments culturels, mais pas que. Il y a vraiment aussi un problème dans le système judiciaire lui-même et dans les définitions du viol qu'on a, parce que les définitions du viol qu'on va avoir culturellement sont pas celles que la justice prend en compte en fait, et donc ça crée également chez les victimes une espèce d'incompréhension quand toute notre vie on a parlé de l'importance du consentement, enfin toute notre vie je l'espère, donc on a parlé de l'importance du consentement, et quand on est victime de viol, on va se heurter à en fait un aveuglement total du droit sur cette notion-là. Et donc, pour continuer sur les conséquences psychotraumatiques des victimes, les conséquences psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles, et ben, Meryl va vous en parler. Voilà, merci. Merci Ursula.
Donc, vous êtes actuellement 89 participantes et participants. Donc, c'est vraiment formidable que vous soyez toutes et tous là pour effectivement participer, mais surtout partager tout ce que nous vous apportons. Car comme vous pouvez le constater via les diapositives d'Ursula, il y a vraiment une grosse défaillance institutionnelle et culturelle qui met toute la charge sur les victimes. Alors, en psychologie sociale, on appelle ça la théorie naïve, c'est-à-dire que pour les êtres humains, c'est insupportable de devoir vraiment accepter des actes qui sont inqualifiables comme des actes pédocriminels, des crimes pédocriminels, ou des viols. Donc, on va forcément essayer de pondérer la chose. Donc, la théorie naïve, c'est-à-dire que ce qui est, voilà, ce qui est, c'est vraiment comme dans les Disney, c'est-à-dire que, par exemple, dans les Disney, les méchants, ils ont vraiment une tête de méchant, quoi. Voilà. Donc, on va toujours, le cerveau ayant besoin de simplifier les choses toujours, on va se dire, bon, si un crime horrible a été commis, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, ça, le cerveau humain fonctionne comme ça. Or, nous sommes là pour effectivement vous faire comprendre que la complexité du cerveau humain est bien plus large que ça. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer cela. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, c'est bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'un traumatisme? Donc, je vous rappelle donc aussi que si vous vous sentez gêné ou que vous sentez un mal-être en vous par rapport à tout ce qui va être évoqué dans les diapositives qui vont suivre, il ne faut pas hésiter à vous préserver, à en faire part à quelqu'un de confiance et ne pas hésiter aussi à venir. Voilà, la parole est vraiment nécessaire pour pallier à ce genre de mal-être. Alors, qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme est un choc émotionnel violent faisant suite à un événement éprouvant. Donc, on peut avoir plusieurs types d'événements éprouvants dans nos vies. Il y a les actes de guerre, de terrorisme, et qui peuvent être vécus de manière différente selon les personnes. Voilà. Et donc, il y a deux types de traumatismes. Les traumatismes de type 1, on va dire. Donc, ceux qui arrivent voilà, une fois de manière totalement inattendue, comme les catastrophes naturelles, ou qui vont être voilà, la perte d'un proche, ce genre de choses. Et ensuite, on a un deuxième type de traumatisme qui va être plus sévère, c'est-à-dire qui va être répété, vécu de manière intensive sur le long terme, comme par exemple la guerre, la torture. Et quand on a des expériences aussi de quotidien, de maltraitance et de pédocriminalité dans l'enfance qui sont répétées, donc forcément, on n'a pas le même niveau de sévérité du trouble dans les deux cas. Donc plus les traumatismes sont subis précocement, plus ils sont sévères, plus ils sont répétés et plus ils auront un impact sur le long terme. Alors maintenant, je vais vous faire un petit aperçu du cerveau pour qu'on se comprenne bien. Donc le cerveau fonctionne en trois zones, trois grosses zones. On a la zone reptilienne, dite primitive. Alors c'est ce qui est en voie en bas en violet. Donc c'est vraiment l'instinct. Voilà, on va en parler de manière c'est l'instinct, c'est vraiment tout ce qui sont les fonctions vitales, la fréquence cardiaque, la température corporelle, la respiration, l'équilibre. Voilà. Notre corps fonctionne grâce à ce cerveau reptilien. Ensuite, nous avons la zone limbique, donc ce qui est en jaune, qui représente, on va dire, le cerveau émotionnel. Donc c'est ici qu'on va trouver tout ce qui est en lien avec la zone de récompense, c'est-à-dire tout ce qui nous permet d'être récompensé quand on vit quelque chose de plaisant. Au contraire, de vivre quelque chose de déplaisant. Donc, c'est ici qu'on va trouver ce que nous nommons les émotions. Donc, dans cette zone jaune, là, donc la zone limbique, nous allons trouver l'amygdale. Alors, importante, l'amygdale, il faut bien retenir. Alors, elle est bien évidemment différente de celle qu'on a au fond de la gorge. Hein, c'est l'amygdale nerveuse. C'est un noyau qui gère le sentiment de peur. Voilà. Elle est située juste à côté de l'hippocampe. Voilà.
un petit hippocampe, qui est responsable de la mémoire à long terme. Alors après, je vous expliquerai parce qu'il y a un impact entre les deux. Et en rouge, nous avons la troisième zone, dernière zone, qui s'appelle le néocortex. C'est tout ce qui est en rapport avec la cognition, les apprentissages, donc tout ce qui est très abstrait, le langage, l'imagination, et toutes ces choses-là. Donc, je vous rappelle que nous vous enverrons toutes les diapositives et que nous vous fournirons également des liens pour aller plus loin si cela vous intéresse. Donc, l'amygdale, qui est très importante. Donc, l'amygdale qu'on revoit en rose sur le schéma. Donc, l'amygdale intervient quand il y a un danger potentiel. Elle active deux hormones, le cortisol et la noradrénaline, qui permettent d'activer la sensation de peur et d'augmenter nos capacités afin de fuir. Donc, ce qui est quand même très utile. Ça donne tout son sens à l'expression « la peur a des ailes ». Et à côté de ça, donc, vous voyez, nous avons donc une coupe où on nous présente plusieurs formes du cerveau. On peut bien voir la présence de l'amygdale et de l'hippocampe qui sont vraiment très très proches. Donc, la zone l'hippocampe étant la zone de la mémoire à long terme et des souvenirs. Donc, quel est l'impact psychologique du traumatisme? Alors, tout d'abord, il faut faire la différence entre la peur, l'anxiété et l'angoisse. Donc, si par exemple, voilà, vous voyez un serpent par terre, vous allez sursauter. Vous allez évidemment partir en courant, ce qui est une réaction normale et utile, parce que le serpent est potentiellement dangereux, voire mortel, s'il est mort. Donc, la peur, c'est l'amygdale qui s'active, qui voit le serpent et qui vous permet de fuir. Donc, c'est vraiment une réaction qui est naturelle et qui est très utile. Même si le serpent est faux, on va avoir tendance aussi à sursauter. On met un serpent en plastique par terre, on va sursauter et on va fuir. Parce que le cerveau n'a pas le temps d'analyser et le but, c'est de partir le plus vite possible, en cas de danger potentiel. Ensuite, nous avons l'anxiété. Alors, l'anxiété, qu'on appelle communément le stress, c'est dans le langage courant, ça va être plutôt considéré comme un trouble où le sujet va souffrir de manière chronique. Et il va être constamment sur le qui-vive. On a des personnes comme ça qui vont être constamment en état d'hypervigilance, à regarder partout, à être sensible au moindre petit bruit qui passe. Et donc, elles se focalisent généralement sur des stimuli du quotidien, donc des bruits, ou alors des choses un peu plus abstraites comme la famille, la santé. Et ensuite, nous avons l'angoisse qui est plus ponctuelle et intense. Alors, on va vraiment avoir une attaque de panique et une peur à un moment totalement inapproprié ou qui n'a vraiment aucun lien avec la peur originelle. Donc, ça peut se traduire par des crises d'angoisse avec de l'espasmophobie, on respire très fort, des sensations de boue dans la gorge, une oppression au niveau du thorax. Et cela peut s'avérer très handicapant et peu conciliable avec une vie sociale. Et l'angoisse est souvent liée à des préoccupations qui sont propres au sujet. Par exemple, tout ce qui est phobie, on va dire complexe, comme l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de se retrouver dans des espaces publics où il peut y avoir des foules. Ça, c'est typique de l'angoisse. Donc, ça reste des réactions qui sont plutôt pathologiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont être impactantes et handicapantes pour le sujet, mais qui peuvent très bien se traiter. Donc, ça, on y reviendra plus tard. C'est le point positif. Donc, ensuite, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Alors, je vais vous faire un bref historique, très rapide. Donc, à la fin du 19e siècle, les psychanalystes ont commencé à s'intéresser à la notion de traumatisme psychique. Parce que avant cette période, le corps médical s'intéressait très très peu au mental, à la pensée humaine. Alors, il est important de noter la différence entre psychanalyste, psychologue et psychiatre. C'est différent. Un psychanalyste, c'est un thérapeute qui s'est formé à la psychanalyse, qui est une théorie. Et un psychologue, c'est quelqu'un qui a suivi des études à la fac et qui est formé à la validation scientifique. Et un psychiatre, c'est un médecin formé à la psychiatrie. Donc, des psychologues comme Freud et Jung sont à l'origine de théories non valides qui reposent sur des cas uniques
là où la psychiatrie, la psychologie reposent sur des études comprenant des échantillons beaucoup plus larges. Donc, les psychanalystes, eux, ont vu que des sujets qui avaient vécu, par exemple, des guerres, donc ils ont parlé beaucoup de névroses de guerre ou des traumatismes, alors eux, ils appellent ça des traumatismes sexuels, pouvaient avoir des répercussions par la suite sur leur quotidien. Donc, c'est les premières personnes à s'en être préoccupées, mais ce sont des théories qui véhiculent d'énormes stéréotypes qui sont encore très présents dans notre société. Hein, par exemple, on va dire que la mère, elle va être responsable de tous les maux de son enfant, ou que la femme est un être immature. Donc voilà, ça reste des théories d'un autre temps qui ne sont pas valides scientifiquement. Donc nous vous renvoyons à notre journal numéro 54 de l'association Oser le féminisme pour comprendre les dégâts qui ont pu être causés par la psychanalyse. Mais après, disons qu'ils ont mis en avant ce concept de traumatisme lié aux violences sexuelles avant tout le monde. Donc, par la suite, on a vraiment eu une vision du stress post-traumatique à travers la guerre du Vietnam et les États-Unis dans les années 70, et ça a été très médiatisé. On a commencé vraiment à se rendre compte qu'il y avait un problème de santé publique majeur, qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient d'un stress chronique après avoir vécu le drame de la guerre. Mais cela ne signifie pas pour autant que les institutions ou la bureaucratie avaient pris en compte leur douleur. Il y a certains vétérans qui n'ont pas été reconnus comme atteints de ces troubles jusqu'à 2018 et qui donc n'ont aucune indemnité alors que ça peut être des troubles très handicapants. Et c'est à partir de là qu'on commence à parler de troubles de stress post-traumatique. La définition du trouble de stress post-traumatique, donc c'est, comme on peut le voir dans le diagnostic des troubles mentaux, il est classé, donc c'est un manuel qu'utilise tout le personnel de santé pour établir les troubles mentaux. Le trouble de stress post-traumatique est classé dans les troubles anxieux. Alors, on le reconnaît à travers 4 symptômes. La reviviscence, c'est-à-dire des souvenirs involontaires, des rêves et des flashbacks. Alors ça, c'est souvent, on le voit beaucoup dans les films quand on va voir des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Ils vont revivre des souvenirs comme ça de manière incontrôlée. Ils vont passer devant une vitrine, ils vont se rappeler d'un événement traumatique. Voilà, ça c'est très important, la reviviscence. On y reviendra par la suite. Ensuite, nous avons l'évitement, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour éviter le lieu où a lieu le traumatisme ou un endroit qui serait semblable, des situations qui pourraient s'en rapprocher, toute personne qui serait en lien ou qui pourrait nous rappeler tout ce qui est traumatique. En troisième critère, nous avons les altérations négatives persistantes dans les cognitions et l'humeur. Alors ça signifie qu'on a des troubles de la mémoire qui sont non négligeables. On va avoir une estime de soi très basse, on va s'isoler et on va avoir des émotions plutôt marquées. Et d'où l'hyperréactivité par la suite, hyperactivité, donc on va être très sensible, comme je le disais tout à l'heure, à toutes sortes de stimuli. Et donc, on va vivre l'événement traumatique, puis ce qu'on appelle la remémoration. Donc ça, j'y reviendrai plus tard par la suite, pour ensuite subir le stress post-traumatique. Donc, c'est pour ça qu'on peut diagnostiquer le stress post-traumatique qu'un mois après le vécu de l'événement traumatique. Parce qu'on va voir que le corps humain se prend une décharge telle qu'il reste dans un état second pendant très longtemps. Donc, pendant tout ce temps-là, on ne peut pas dire que la victime souffre de stress post-traumatique. Et on peut être témoin d'un événement traumatique ou apprendre qu'un de nos proches a vécu un traumatisme et subir nous-mêmes un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est important de le savoir. Alors, on va faire un petit sondage. Alors, je vous pose une question. À votre avis, au niveau mondial, quel est le pourcentage de personnes qui subiront un traumatisme au cours de leur vie? 90%, 70%, 40% ou 20%? Alors, je vous laisse répondre dans les commentaires. On va vous laisser 30 secondes pour ça. Et ensuite, parmi cette population, donc parmi ces gens qui souffriraient au niveau mondial d'un traumatisme au cours de leur vie, quel est le pourcentage de personnes souffrant d'un trouble de stress post-traumatique? 80, 60, 50 ou 10%? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir si vous en avez envie, et puis je vais voir ce que ça donne.
D'accord. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, du coup, je vous donne la réponse maintenant. Alors, 70% de la population mondiale subira un événement traumatique au cours de sa vie. Alors, comme on a vu tout à l'heure, un événement traumatique, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une guerre, un attentat, et aussi bien des violences individuelles, comme un viol ou des violences sexuelles. Donc, et parmi cette population, donc 70% de la population, ce qui est énorme, 12% développeront un trouble de stress post-traumatique. Mais il s'agit d'une moyenne, parce qu'il y a des facteurs de risque. Donc, alors, là, pareil, je vais vous poser des questions. À votre avis, parmi les critères suivants, lesquels peuvent être des facteurs de risque de développer un trouble de stress post-traumatique? Alors, il y a avoir un métier à responsabilité, être un homme, être une femme, avoir des antécédents psychiatriques et familiaux, faire face à une catastrophe naturelle, subir des violences sexuelles, souffrir de phobie, avoir un niveau socio-économique plutôt bas, on va dire, avoir subi des traumatismes dans l'enfance ou avoir une faible constitution physique. Alors là, c'est pareil, je vous laisse répondre je vous laisse quelques secondes pour répondre dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors, répondez plutôt avec les chiffres, hein, ça sera plus rapide. Vous mettez par exemple 2, 3, 5, 6. Et comme ça, je vois ce que vous me répondez. Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, très bien. Je vais maintenant passer à la réponse. Donc, parmi les facteurs de risque, il y a être une femme. Vraiment, là, on va insister vraiment sur ce point-là, car une femme a 2 fois plus de chances qu'un homme de souffrir de stress post-traumatique. Avoir des antécédents psychiatriques et familiaux, c'est-à-dire avoir déjà des personnes dans la famille qui ont déjà subi des violences, des troubles, qui auraient déjà des tendances soit dépressives, soit anxieuses, ça augmente le risque d'avoir un trouble de stress post-traumatique dans la vie. Et par la suite, il y a subir des violences sexuelles. Donc c'est là où on en vient au vif du sujet. Un niveau socio-économique bas et des traumatismes survenant dans l'enfance, vraiment, là, ce sont des facteurs de risque. Donc ces personnes-là, là, on est plus sur du 12% de risque d'avoir un trouble de stress post-traumatique, parce qu'il faut savoir que des personnes qui ont subi des violences sexuelles ont 60 à 80% de chances de développer un trouble de stress post-traumatique. Donc voilà, donc là, je répète ce que je viens de dire précédemment. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, de connaître ces informations-là. On se rend vraiment compte que quand on subit un viol, il y a quand même un énorme risque de développer un trouble qui peut être vraiment cause de grande souffrance et qui peut parfois être handicapant dans nos vies. Et ensuite, par rapport donc là, je passe aux pensées suicidaires et à la estime de soi, à la dépression et à l'anxiété. Donc, en dehors du trouble de stress post-traumatique, on peut voir que les violences sexuelles, elles ont un impact significatif et qui est vraiment considérable sur ce qu'on appelle l'idéation suicidaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des pensées noires, des pensées suicidaires. Et les violences sexuelles ont vraiment un impact sur les femmes à ce niveau-là, car elles vont être bien plus nombreuses que les hommes à développer des pensées suicidaires. Et les femmes ont plus tendance à souffrir de troubles dépressifs et anxieux que les hommes, et cela est lié au fait d'avoir subi des violences sexuelles, comme on peut le voir dans des études qui le prouvent. On vous a mis tous les liens par la suite, si vraiment vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Alors, en revanche, lorsque le sujet est correctement diagnostiqué et accompagné, on peut observer une amélioration de l'état de la personne dans 80% des cas. Donc ça, c'est vraiment important de le signaler. Il y a différentes manières de pouvoir être encadré et traité, mais il faut vraiment trouver quelque chose qui nous correspond, parce qu'il n'y a pas de solution magique, hélas. Donc chaque personne va pouvoir trouver la voie du bien-être à travers un encadrement qui lui est propre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des personnes de confiance, soit des personnes de notre entourage qui ne sont pas forcément formées pour ça, soit des spécialistes. On vous enverra des listes de
spécialistes bienveillants, parce que comme l'a dit Ursula tout à l'heure, dans les institutions, on a les forces de police ou les juges, magistrats, etc., tout ce qui est en lien avec la justice, qui n'est pas du tout au fait des violences sexuelles et qui vont les dénigrer. Il ne faut pas croire, dans le milieu de la santé, c'est la même chose. On va avoir même des psychologues qui ne sont pas du tout au fait de ça et qui vont parfois avoir un impact très néfaste sur le sujet. Donc c'est vraiment important d'avoir une liste de personnes sécures, bienveillantes et surtout qui sont formées en psychotraumatologie. Parce qu'en France, on a tendance à beaucoup donner de traitements médicamenteux. Hein, on a la main très leste sur les antidépresseurs, qui peuvent avoir un effet bénéfique dans certains cas, mais qui ne doivent pas être pris sur le long terme. L'intérêt de l'antidépresseur, c'est vraiment d'avoir une béquille qui permet à la personne de se relever. Mais après, au bout d'un moment, la béquille, on va la laisser de côté et on va marcher de nous-mêmes. L'important, c'est de trouver vraiment un encadrement, une thérapie qui va pouvoir nous aider. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent que ce qui fonctionne vraiment de manière efficace, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui vont revenir vraiment sur la gestion du stress et la gestion des idées envahissantes quand on est très stressé. Hein, parfois, on est pris d'angoisse comme ça et on va constamment penser à l'événement traumatique ou à des choses qui s'y réfèrent. Donc là, c'est vraiment une sorte de gymnastique mentale pour que le cerveau, grâce à ce qu'on appelle la plasticité nerveuse, c'est-à-dire que le cerveau, il n'est jamais fixe toute la vie. Voilà, plus on l'entraîne, plus il y a certaines zones qui vont se développer et d'autres qui vont s'atrophier. Donc, cette thérapie permet, voilà, par exemple, de contrôler l'amygdale, d'atténuer son activation constante. Donc, l'amygdale, je rappelle, c'est la partie du cerveau qui est responsable de la peur et qui génère donc du stress ou de l'angoisse quand ce n'est pas approprié. Ensuite, on a des techniques qui peuvent, voilà, ça sera discutable parce qu'elles vont jouer sur un effet de dissociation qui n'est pas forcément, je trouve, adéquat pour des cas de personnes qui ont subi des violences sexuelles. Je expliquerai ça un peu plus tard quand on reviendra sur la dissociation. Et ensuite, il y a d'autres formes de thérapie qui sont nouvelles. Après, ça sera vraiment à voir sur le long terme ce que ça peut donner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si ça n'est pas clair ou si vous voulez plus de détails. Donc, je reviens un peu en arrière parce que par rapport à ce que je disais là sur l'hypnose, par exemple, ou des techniques où on va mettre la personne dans un état second, ça peut renvoyer la personne dans un état de dissociation. C'est-à-dire que quand le corps humain vit un choc considérable comme un viol, il y a un tel stress qui est engendré, un tel niveau de cortisol, donc c'est l'hormone de la peur, comme je disais tout à l'heure, que ça peut créer un arrêt cardiaque. Ça peut créer la mort de la personne. Donc dans ces cas-là, il faut le corps, pour compenser, va faire en sorte que nous soyons dans un état complètement second. On va sortir de son corps et on va vivre l'événement de l'extérieur. Donc c'est pour ça que ces techniques-là, je ne vais pas forcément vous les recommander. Après, je sais qu'il y a, voilà, il y a des études qui montrent que ça fonctionne, donc je ne déconseille pas. Mais c'est vrai que moi, ça peut me poser question parce que je me dis que faire revivre l'état de dissociation à la personne, je crains que ça puisse faire vivre le traumatisme. Donc maintenant, on va arriver à ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que dans le stress post-traumatique, on va vivre l'événement traumatique, on va être dans un état de choc et de stress aigu pendant un certain temps, puis on va revivre l'événement par bribes, et ensuite on va pouvoir, voilà, on va développer un symptôme de stress post-traumatique, là où avant on était dans un stress aigu, là on est dans un stress chronique, qui normalement aurait dû s'estomper. L'amnésie traumatique, ça se passe dans l'autre sens, on a un schéma inverse. On va avoir d'abord des symptômes, une personne qui est en état de vigilance tout le temps, qui sursaute constamment, qui est sur le qui-vive, qui tout d'un coup va se remémorer de certains événements et ensuite va enfin comprendre qu'elle a vécu dans son passé des événements traumatiques. Alors pourquoi on a une inversion comme ça? Pourquoi la personne parfois ne sait même pas qualifier qu'elle a vécu un traumatisme? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on subit un traumatisme sévère, il va y avoir un dysfonctionnement des hippocampes qui sont très près de l'amygdale et qui vont subir une surcharge hormonale telle que ça va altérer nos souvenirs qui sont vraiment dans le lointain. On va avoir une mémoire à court terme, en revanche, qui va être tout à fait
préserver. Par exemple, se souvenir de 10 numéros, pouvoir composer un numéro de téléphone ou faire des tâches du quotidien, se rappeler divers consignes multiples, ça, aucun problème. Par contre, voilà, se rappeler même parfois du nom de son grand-père ou de la ville où on est né, parfois ça ne revient pas alors que c'est évident. On le sait, mais ça ne revient pas. Parce qu'il y a une défaillance au niveau de l'hippocampe qui a été, lui, traumatisé, qui a reçu un choc tel qu'il ne se souvient pas. Donc c'est ça qui crée une amnésie, ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Donc le sujet ne va pas se souvenir d'une partie de sa vie ou parfois voilà, de sa naissance jusqu'à l'événement traumatique. On va avoir que certaines bribes, certaines sensations. Donc ça peut être assez terrible parce que ça peut revenir par la suite. Donc ça, donc je l'ai déjà évoqué. L'état de sidération et de dissociation qui sont voilà, qui permettent à la personne de ne pas avoir un arrêt cardiaque, mais du coup vont entraîner une amnésie traumatique, car on va avoir une suractivation de l'amygdale. Donc la dissociation, donc c'est le fait de sortir de son corps au moment d'un choc violent. Ça va avoir un impact sur l'intégration des souvenirs, car l'amygdale qui va être isolée, c'est-à-dire qu'elle a une telle suractivation que c'est limite, il n'y a que elle qui fonctionne dans le cerveau. Elle ne va pas transmettre le traumatisme dans l'hippocampe. Donc ça veut dire que le traumatisme ne va pas s'ancrer dans notre mémoire parce que à ce moment-là, il n'y a que notre amygdale qui a fonctionné, il n'y a que la peur, il n'y a que l'instinct qui était là pour nous préserver et qui a été mis en place. Donc, bien, pourtant, le traumatisme il est toujours présent, mais on ne l'a pas intégré. Et c'est pour ça qu'il y a les reviviscences. Parfois, ça peut même être une odeur. On va sentir quelque chose, ça va nous rappeler l'événement. On va avoir des flashs, on va avoir vraiment des visions, d'un coup, revivre même des sensations tactiles. Et ça peut forcément vous en être vraiment très impactant pour les personnes qui vivent ça et qui ne comprennent pas, parce qu'on va avoir des petits bribes ci et là. Et le temps que tout se remette ensemble, c'est vraiment très, très impactant pour la personne. Donc, il y a eu beaucoup... récemment, on a eu une médiatisation de ce phénomène de l'amnésie traumatique via Flavie Flament, qui est une présentatrice télé, qui a écrit un livre sur le viol qu'elle a vécu quand elle était enfant, à 13 ans, par le célèbre photographe David Hamilton, qui faisait des photos pédocriminelles, où il prenait des petites filles et des adolescentes en photo nues dans les années 60-70. Et donc elle s'est fait repérer par ce photographe et il l'a violée pendant des séances photos. Et donc à ce moment-là, elle a mis 20 ou 30 ans à se rendre compte qu'elle avait vécu un viol, parce que justement, elle est restée dans un état de sidération tel que par la suite, elle ne s'est pas rendue compte, elle n'a pas su mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Elle sentait qu'elle était imprégnée d'un mal-être profond, qu'elle avait des troubles du sommeil, qu'elle était très anxieuse. Excuse-moi. Mais par contre, 20 ou 30 ans après les faits, voilà, les souvenirs sont revenus à elle et elle a pu définir que David Hamilton l'avait violée dans son enfance. Donc là, du coup, je viens un peu de répondre à la question, mais on va refaire un test. Selon vous, de combien de temps est le délai de prescription des violences sexuelles subies durant l'enfance? Alors, je crois qu'on y a... Ursula, on a parlé tout à l'heure, donc on va voir si vous en souvenez. Donc, entre un événement de violence sexuelle vécue dans l'enfance, quel est le délai de prescription à partir de la majorité de la personne? Alors, vous voyez ce que c'est 10, 20, 30 ou 40 ans après la majorité de la victime. Alors, je vous laisse 10 secondes, quelques secondes pour répondre. Et après, je vous donne la réponse. On va voir ce que vous répondez dans la conversation. Alors, je vous donne la réponse. Alors, pendant un certain temps, le délai de prescription était de 20 ans après la majorité de la victime. C'est-à-dire qu'elle pouvait déposer une plainte jusqu'à l'âge de 38 ans. Mais c'est passé récemment à 30 ans après la majorité de la personne, c'est-à-dire qu'on peut porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Car, par exemple, quelqu'un comme Flavie Flament, elle s'en est rendue compte après ses 40 ans. Elle a vraiment pu mettre des mots, expliquer ce qu'elle avait vécu seulement après 40 ans. Elle ne pouvait plus porter plainte. Elle ne pouvait plus porter plainte contre David Hamilton. Et du coup, c'est vraiment, pour la victime, ça peut être vraiment
une injustice vraiment incommensurable de ne pas pouvoir porter plainte contre une personne qu'on peut accuser à présent parce qu'on a conscience de ce qu'il nous a fait subir. Donc là, je vous parle de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est le fait que le cerveau s'adapte à toute stimulation extérieure, à toute gymnastique cérébrale. Donc, grâce à la plasticité cérébrale, non seulement on peut se débarrasser de troubles et de stress qu'on peut vivre de manière chronique, mais en plus on peut travailler notre mémoire et faire en sorte que le souvenir revienne pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu. C'est vraiment pas une question de volonté, la personne n'y est pour rien, mais c'est l'environnement qui va faire qu'au bout d'un moment, ça va revenir. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de trouver un accompagnement qui correspond à chacun, car c'est un travail de longue haleine qui ne dépend pas que de nous. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, on vous transmettra une liste d'experts qualifiés et empathiques. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est l'impact des violences sexuelles au niveau de la mémoire. Et on peut le voir par imagerie, par résonance magnétique, ce qu'on appelle le plus communément les IRM. On peut voir, alors là, c'est un peu flou, mais on a des hippocampes qui vont être plutôt ronds dans un cerveau ordinaire. Et pour des personnes qui ont subi plusieurs traumatismes et qui souffrent de stress post-traumatique, on va avoir des tout petits hippocampes atrophiés. Et c'est pour ça que ce sont des personnes qui vont avoir une mémoire à long terme altérée. Et à l'âge adulte, ça peut avoir, et par la suite, sur long terme, ça peut avoir des conséquences vraiment considérables. C'est-à-dire qu'on peut souffrir de vieillissement dit pathologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des démences séniles ou on peut développer des démences de type Alzheimer. Et ça commence seulement à être étudié et à être mis en avant par le personnel de santé. Donc, moi, je vous recommande vraiment le visionnage du documentaire qui s'appelle Gueules sont mineurs, mon combat contre l'oubli, de Flavie Flament, une fois encore, qui était diffusée dans l'émission Le Monde en face sur France 5, où elle revient sur. Elle passe un IRM, elle se rend compte qu'elle aussi, ses hippocampes sont atrophiés et qu'il y a quelque chose de tangible, de réel et de concret dans sa souffrance, et que ça lui permet même de se rendre compte de ça, de pouvoir avancer et de pouvoir guérir du traumatisme. Et donc, pour aller plus loin et pour finir, donc, je vous donne des références. Donc, vous pouvez prendre une capture d'écran, puis voilà, on vous les enverra par mail. Mais donc, on a l'ouvrage de Yael Salmona, qui est une psychiatre renommée spécialisée dans le psychotraumatisme et la victimologie. Donc, le psychotraumatisme, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Et donc, et les violences sexuelles. Donc, on a le livre noir des violences sexuelles, vraiment qui est une enquête très, très fouillée, très détaillée sur le sujet, où vraiment là, vous apprendrez énormément de choses. L'ouvrage de Bessel van der Kolk, qui, là, est pareil, c'est un psychiatre qui va vraiment analyser comment le cerveau, l'esprit et le corps peuvent se remettre d'un traumatisme. Voilà, parce que, comme on disait, tant qu'on est encadré et écouté, et on se sent vraiment reconnu en tant que victime, on peut avancer. Et ensuite, on a divers ouvrages en français et en anglais sur le sujet. Et donc, on vous recommande d'aller sur les sites et de vous connecter sur le site de Collectif Féministes contre le viol et Mémoire traumatique et victimologie. On vous enverra les liens pour vraiment en apprendre plus sur le sujet si vous avez besoin d'en savoir plus. Donc, voilà. Donc, ça vous permet de comprendre qu'une victime, quand elle souffre de ces traumatismes-là, on a vraiment un impact considérable. Alors, je ne sais pas comment faire pour enlever le partage de l'écran. Tu dois cliquer sur... il y a un petit truc où il y a écrit « Arrêter le partage » sur Zoom. Mais c'est bizarre parce que tu es déconnecté de Zoom. Je vois pas. Oh, attends. Parce que là, j'ai plus l'écran. Je suis désolée, petit problème technique. Oui, c'est étrange. Oh, attends une seconde. Voilà, c'est bon. Non, merci. Voilà, c'est bon. Merci, celui-là. Voilà.
Donc Alors, voilà, si vous avez des questions. je vais répondre à quelques questions qui ont été posées pendant mon intervention. Alors, donc il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait, enfin, s'il pouvait avoir les présentations précédentes des 2 webinaires précédents par mail. Alors oui, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse oserfeminisme@gmail.com et on vous enverra les présentations précédentes. Il y avait une deuxième question qui était: connaît-on le détail des femmes, enfin des victimes entre les filles et les garçons parmi les mineurs? Donc 83% des victimes mineures sont des filles. Ensuite, il y avait une question sur depuis quand la Suède a renversé la charge de la preuve avec la nouvelle définition du viol. Alors, la nouvelle définition du viol, c'était, je l'ai là sous la main, en 2018. Et en fait, c'est une définition du viol élargie, donc comme on l'a vu avec des conditions moins restrictives que celles de la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Mais ce n'est pas le premier pays en Europe, c'est le 10e pays en Europe qui prend une définition plus large du viol qui se base sur le consentement, en fait. C'est-à-dire qu'un viol légalement va être une pénétration sans consentement ou un acte sexuel de quelque manière que ce soit sans consentement. Voilà. Et la Suède, en fait, ils sont allés un peu plus loin en disant que pour que le viol ne soit pas qualifié, il faut qu'on prouve qu'il n'y a pas eu de consentement explicite. Donc, en fait, ça a créé une qualification de viol qui s'appelle le viol par négligence. Et donc, il y a eu une condamnation en 2019, si je ne me trompe pas, mais je vais vérifier. Oui, en 2019, d'un agresseur, en fait, qui avait rencontré une adolescente sur des sites de rencontres, qu'elle avait passé la nuit chez lui en précisant préalablement par SMS qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel si elle dormait chez lui. Et donc, il l'a violée. Et le fait qu'elle ait préalablement, enfin, le fait qu'il n'ait pas réussi à prouver qu'elle n'avait donné son consentement, ça a été considéré comme viol par négligence parce qu'en fait, lui, sa défense, ça a été de dire qu'il pensait qu'elle était consentante. Et le tribunal suédois a dit que ce n'est pas suffisant, en fait. Avec la nouvelle définition du viol qu'on a en droit suédois, le simple fait de dire que je ne pouvais pas me rendre compte qu'elle n'était pas consentante, c'est insuffisant. Il fallait pouvoir se rendre compte se rendre compte et avoir l'expression explicite du désir ou du consentement, enfin, ou des deux, de la victime. Donc, petit aparté, la notion de consentement, comme je vous l'ai dit, c'est une notion qui vient du droit des contrats. Donc, ça reste une notion en termes de, on va dire, vie affective et sexuelle extrêmement limitée. Nous, on préfère dire qu'il faut la rencontre de désir, parce que le désir, c'est vraiment émotionnellement très différent du consentement, parce que le consentement, ça reste une espèce de rôle passif qu'on donne aux femmes, où on a simplement la possibilité de consentir, accepter, parfois même céder, ce qui, pour moi, remet vraiment en cause même le mot de consentement quand il s'agit de simplement céder. Mais en tout cas, avec cette nouvelle définition du viol, en disant qu'il faut vraiment la manifestation explicite du consentement, ça se rapproche déjà plus du désir parce qu'il faut qu'il y ait vraiment des actes par les mots ou par les gestes de la part de la victime, enfin, de la part de la victime en l'occurrence, pour déqualifier le viol. Donc ça se rapproche beaucoup plus d'une notion féministe du désir, étant donné qu'il ne s'agit pas simplement d'un rôle passif. Ça ne suffit plus. Et le rôle passif, il est insuffisant en droit suédois, il faut vraiment un rôle actif pour prouver qu'il n'y a pas eu viol. Donc il y a eu une condamnation sur cette base-là dès 2019. À savoir aussi que ce changement dans la loi de dire que la définition du viol par les éléments restrictifs de la menace, de la contrainte, de la surprise ou de la violence, en fait, c'est dans la Convention d'Istanbul du 11 mai 2011, qui est une convention qui traite des violences faites aux femmes. Et donc, c'est une convention qui a été ratifiée par la France et par de nombreux pays à l'international. Et dans cette convention, le viol est défini comme un acte sexuel sans consentement. Donc, les États, en fait, qui ont ratifié cette convention sont censés devoir ratifier dans leur propre droit, c'est-à-dire s'aligner, en fait. Ils sont censés, parce que c'est une convention à minima. Donc, ils sont censés mettre en réglementation leur propre droit avec la Convention d'Istanbul pour que le rentrer en fait dans le droit interne, ce qui n'a pas été fait par la France. Et la France a été, à savoir que la Convention d'Istanbul, comme énormément de conventions internationales, n'entraîne pas de sanctions quand on ne la respecte pas.
Donc c'est de la soft law en fait, c'est-à-dire c'est un peu des vœux, un droit vers lequel on tend, mais il n'y aura pas de sanction si on ne le met pas en place. Mais il y a des rapports. Et donc la France a été retoquée sur l'application de la Convention d'Istanbul au sein de son propre droit comme étant un très mauvais élève en la matière. Voilà. Donc il n'y a pas de sanction sur cette convention-là pour la France, mais il y a vraiment la France a été reconnue comme défaillante sur l'application de la Convention d'Istanbul. Voilà. Et donc, il y avait une autre question qui était est-ce que l'éducation sexuelle, c'est dès l'école maternelle? Alors, à l'heure actuelle, c'est collège-lycée où il est censé avoir 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité. C'est pas du tout mis en place dans tous les lycées. Ça reste, c'est un peu pareil que la Convention d'Istanbul, si vous voulez, c'est de la soft law. C'est-à-dire, il n'y a pas de sanction. Donc, c'est au bon vouloir des établissements et c'est des associations comme nous on le fait, Oser le féminisme, faire des interventions en milieu scolaire et donc faire des interventions sur l'éducation à la sexualité. Et dans les préconisations par le HCE, c'est vraiment que ça soit intégré au processus, enfin intégré au programme scolaire comme quelque chose de transversal et quelque chose de présent dès le départ. Et en tout cas, c'est une revendication féministe de effectivement faire cette éducation à l'égalité, à la sexualité dès la maternelle. C'est essentiel. La question 5, c'est y a-t-il un profil type d'agresseur? Alors, dans les études qui ont été faites en matière d'études sociologiques sur les agresseurs sont vraiment de tout milieu, de toute catégorie d'âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Vraiment, il n'y a pas de profil type d'agresseur. À savoir encore une fois que donc, l'immense majorité des viols, je pense que c'est de mémoire à peu près 90%, sont commis par des personnes qu'on connaît. Donc autant les victimes ont des profils aussi variés que les agresseurs en fait, parce que comme les agresseurs sont des personnes qui font partie de l'entourage de la victime, ben, c'est vraiment tout type d'homme. Mais oui, on va dire que la chose en commun entre les 91 à 96% d'agresseurs, c'est d'être des hommes en fait. Donc ouais, c'est ça le profil type de l'agresseur, c'est ça. Donc, comment peser sur l'évolution de la loi pour la définition du viol, par exemple? Pensez-vous que le gouvernement actuel a cette volonté? Alors, je ne le pense pas. Je pense que là, étant donné que c'est bientôt, comment dire, qu'on a eu le Grenelle des violences conjugales qui nous a été, et d'abord la loi Chiappa, puis ensuite le Grenelle des violences conjugales qui nous a été présenté vraiment comme une écoute des associations féministes et des propositions réel de changement du droit pour les violences conjugales, sauf que le débat était vraiment très très axé sur les violences physiques et les violences verbales et les menaces de mort qui pèsent directement sur les victimes de violences conjugales. Le viol conjugal était quand même très très peu abordé dans le Grenelle et il n'y a pas du tout été question de changer la définition juridique du viol. Encore une fois, combien même on est censé le faire avec l'application du traité d'Istanbul. Donc la volonté politique, pour moi, à l'heure actuelle, elle n'y est pas. Que pensez-vous de la neutralité du genre en politique, par exemple sur les violences conjugales? Quel impact cela a-t-il? Alors, si la personne qui a posé cette question peut préciser à quoi elle fait référence dans la chatbox, parce que là, je ne sais pas trop. Neutralité du genre en politique, je ne sais pas trop à quoi vous faites référence. Est-ce qu'il y a un comportement type d'agresseur qu'on peut reconnaître? Alors, vous pouvez utiliser un outil qui a été fait par le Centre Hubertine Leclerc qui s'appelle le violentomètre, qui permet de voir comment les violences vont crescendo et d'identifier déjà les premiers comportements qui sont problématiques. Alors souvent, en matière de violence conjugale, on parle du cycle des violences conjugales parce que ça suit toujours un peu le même parcours qui est, bon, voilà, ça commence par dénigrer les violences verbales, donc rabaisser la personne, rabaisser sa conjointe, la dénigrer, l'isoler, critiquer ses amis, sa famille, ses choix, son apparence. Donc le but, c'est quand même c'est que la victime se dise qu'en fait, elle ne pourra pas avoir mieux ou qu'elle mérite que ça, vraiment atteindre sa confiance en elle. Ensuite, ça va être donc commencer par cette entreprise de dénigrement. Ensuite, ça va être vraiment les violences verbales, insultes, etc. Et les violences physiques peuvent venir
même longtemps après, hein, des fois ça commence 1, 2, 3 ans après le début de la relation. Et donc, il y a ce cycle des violences conjugales où on a ces phases qui vont crescendo jusqu'à vraiment l'explosion de violence de l'agresseur. Et ensuite, ça repart en phase de séduction où l'agresseur va s'excuser, lui dire qu'il nous aime, etc. Et donc, c'est vraiment un cycle. Et en moyenne, on constate qu'il faut à peu près 7 départs à une victime de violence conjugale à cause du phénomène d'emprise pour vraiment partir. Donc, il y a vraiment cet aspect cyclique des relations violentes. Voilà. Et ben, il me semble que... Ah d'accord. Je viens de voir, donc pour la neutralité en politique, dire les violences intrafamiliales ou conjugales au lieu de dire la violence des hommes. Alors évidemment, nous, on trouve que c'est très problématique de symétriser, de mettre dos à dos les violences qui vont être commises par les femmes envers les hommes et les violences que les hommes commettent sur les femmes, parce que tout simplement, en termes de système, en termes de chiffres, ça n'est absolument pas symétrique, même en termes de système de domination patriarcale, ça ne l'est pas non plus, parce que les violences qui s'immiscent au sein du couple, elles sont également à corroler avec les violences sociétales que subissent les femmes. Il y a une vraie hiérarchie entre les hommes et les femmes dans la société, et cette hiérarchie, elle s'impacte sur le couple hétérosexuel, évidemment. Et donc, mettre dos à dos et symétriser les femmes et les hommes, c'est tout simplement faux, parce que le rapport de force, il est sociétalement... dans un sens et beaucoup moins dans l'autre. Donc pour nous, c'est problématique effectivement de dire les violences intrafamiliales ou conjugales et de silencier de fait les violences masculines. Voilà, Meryl, je pense que tu peux à mon tour passer à tes questions. Voilà. Alors, moi, je me permets de rebondir sur le profil type de l'agresseur. Comme on l'a mis en commentaire, on vous a mis les liens par rapport par contre, aux stratégies des agresseurs. D'accord? Ça, c'est vraiment important de pouvoir les noter, de pouvoir les repérer et de pouvoir agir en conséquence. Donc, on a plein d'outils sur le sujet qu'on vous enverra, dont le violentomètre également. Alors, ensuite, moi, dans les questions, alors, on me dit que pour la théorie naïve, on utilise un autre terme qui s'appelle la croyance en un monde juste. Oui, alors après, c'est selon si on parle d'un point de vue philo, socio, voilà. Mais ça se rejoint effectivement, c'est le même fonctionnement, c'est de croire que voilà, ce qui est méchant est foncièrement moche, ce qui est gentil est foncièrement beau. Voilà, c'est vraiment une pensée très simplifié pour en fait dont découlent les stéréotypes. C'est pour permettre au cerveau de catégoriser plus simplement et lui permettre de ne pas avoir à trop utiliser d'énergie, parce que le cerveau, il est comme nous, il est un peu paresseux, il fait en sorte de pas trop dépenser d'énergie. Alors ensuite, on me demande si le fait que les femmes ont plus de risques de subir un trouble de stress post-traumatique dans leur vie, est-ce que c'était lié au fait qu'elles étaient une femme, donc du coup de la constitution de leur cerveau, ou parce qu'elles ont subi des événements du fait d'être une femme? Voilà, c'est plutôt la deuxième partie de la question, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va développer un stress post-traumatique, parce que la différence du cerveau entre un homme et la différence du cerveau entre un homme et celui d'une femme, c'est surtout au niveau reproductif et hormonal. C'est pas parce que nous avons des ovaires que nous allons développer des troubles de stress post-traumatique. Non, c'est parce qu'effectivement, on a vraiment beaucoup plus de risques de subir des violences dans l'enfance, comme Ursula a pu le montrer tout à l'heure, ou de manière répétée dans nos vies, qui en plus ne sont pas prises en compte. Donc quand on vient dire, voilà, j'ai été tabassée dans la rue, on ne va pas vous dire, ah ben, mais tu l'as pas un peu cherché, voilà, on ne va pas nous dénigrer, alors que quand on a été violé, on va toujours nous demander pourquoi, comment. Puis comme l'a dit Ursula, depuis l'affaire Outreau, même quand on est enfant, maintenant on va vous dire oui, non mais c'est bon, tu l'as un peu fantasmé, et puis tu le voulais. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas une caricature, c'est vraiment ce qu'on peut entendre dans les commissariats, les tribunaux, ou dans les instances d'aide à l'enfance. Donc c'est vraiment voilà, le fait de ce que peut subir une femme dans sa vie qui fait qu'on a plus de risque de développer un trouble de stress post-traumatique. La question suivante. Est-ce que le fait d'être reconnu comme victime aide à dépasser le syndrome de stress post-traumatique? Alors, c'est pas
donc le but, c'est pas d'être victimisé. Le fait, c'est quand, par exemple, Flavie Flament prend conscience que tout son mal-être est dû, en fait, à un événement qu'elle a subi dans son enfance et qui a été traumatisant et qu'elle a carrément oublié. C'est vraiment, voilà, se dire, ah, enfin, je sais pourquoi je vais mal dans ma vie. Ce n'est pas un mal-être inhérent à ma personne. C'est parce que j'ai subi quelque chose dans mon environnement. Ce n'est pas moi, ma personne, qui, en gros, a un trouble mental de par ma génétique ou voilà, ma personnalité. Non, non, c'est parce qu'elle a subi quelque chose d'extérieur par un pédocriminel qui, en plus, a abusé de sa notoriété pour voilà, violenter les petites filles. Donc, voilà. Donc après, voilà, c'est juste le fait de savoir ce qui nous est arrivé, c'est vraiment important. C'est vraiment de savoir d'où on vient et ça nous permet de savoir où on va. C'est pas voilà, le fait de se dire ah je suis une victime, regardez-moi, voilà, non, on n'est pas dans cette dimension-là, c'est reconnaître que le problème vient de l'extérieur et pas de nous-mêmes. Ensuite, donc effectivement, il y a certaines ont signalé en commentaire que la psychotraumatologie n'est pas du tout développée, mise en avant dans les cursus universitaires ou enseignée au corps judiciaire. Des forces de police, etc. Effectivement, on n'en est qu'au bribes au tout début. Heureusement que ça commence à être médiatisé dans les médias de masse, parce que sinon, le retentissement est vraiment des moindres. Et heureusement qu'on commence à aussi parler des travaux de personnes comme Annie Ferrand, qui est une psychologue qui est très, très au fait des violences sexuelles, ou de Muriel Salmona, qui interviennent maintenant sur énormément de plateaux télé pour remettre les choses au clair, pour remettre à mal tous les stéréotypes qui tournent autour des violences sexuelles, comme quoi, effectivement, les femmes l'auraient voulu, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est une longue marche, mais on va finir par y arriver. Plus on fait des formats de ce genre-là, plus on en parle et plus la psychotraumatologie sera enseignée et je l'espère vulgariser pour que chacun puisse savoir reconnaître effectivement les stratégies des agresseurs, savoir s'outiller, vers qui se tourner en cas de problème, comment chercher à trouver le bien-être et voilà, et être entouré surtout de personnes bienveillantes. Et alors, le concept de cerveau reptilien est un peu dépassé au sein de la communauté scientifique aujourd'hui. Alors, pas forcément, hein, on en parle encore beaucoup, mais c'est vraiment, maintenant, on estime que c'est vraiment la zone du cerveau où on a toutes les fonctions végétatives, c'est-à-dire, voilà, c'est la zone où on active les poumons, c'est la zone où on active le cœur, voilà. Donc, il y a peut-être d'autres terminologies qui sont mises en place, mais ça reste encore très, très courant d'utiliser ce terme-là de cerveau reptilien. Après, bon, c'est vrai que j'ai parlé d'instinct, mais c'est parce que je le vulgarise. Mais, on va pas... C'est pour faire comprendre que c'était tout ce qui était de l'ordre plutôt du passif, du corps, pour faire fonctionner l'humain. Et ensuite, la dernière question était, vous avez d'autres liens aux ressources sur le fonctionnement de nos cerveaux face aux stéréotypes? Ah oui, alors ça, j'en ai plein. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous les donner comme ça de vive voix, mais on vous les enverra. Tout ce qui est travaux de psychologie sociale ou de sociologie recense énormément de références sur le sujet. On a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits sur vraiment le stéréotype. Et comme je disais tout à l'heure, le fait que le cerveau, en voulant faire des économies d'énergie, fait des raccourcis. Donc ça a vraiment été étudié en long, en large et à travers, surtout depuis les années 60, parce que on sait que les stéréotypes peuvent avoir un impact considérable sur la société. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, moi, j'ai vu une question. Que pensez-vous des ateliers d'autodéfense? Alors, là, c'est une question assez complexe parce que ça peut être... c'est à voir à chaque victime ce qu'elle est capable de prendre, enfin, comment dire, d'endurer, parce que c'est vrai que ça peut être sidérant, enfin, ça peut être compliqué à vivre quand on souffre de stress post-traumatique, d'être en position d'être agressé, même si c'est simulé, ça peut faire remuer des choses. Enfin, je pense que Meryl, tu pourras mieux expliquer que moi, mais position, c'est évidemment une solution. On en a déjà fait à Oser le féminisme, mais c'est également à chaque personne de voir si
c'est bénéfique, ce serait bénéfique pour elle ou pas. Si tu veux, je peux intervenir, mais par rapport à ça, en fait, ce qui est important, c'est de vraiment savoir connaître 2-3 gestes qui peuvent vous sauver, en fait. Voilà, c'est vraiment le minimum syndical pour pouvoir fuir. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va être souvent en état de sidération. Donc, vous avez beau avoir fait effectivement du kickboxing ou tout ce que vous voulez comme sport de combat, faire 1m80, si vous vivez un événement qui est vraiment traumatisant, on va avoir cet état de sidération-là. Mais dans des cas, on va dire, de harcèlement de rue ou de harcèlement sexiste, c'est important de montrer qu'on sait se défendre aussi. Voilà. C'est important de montrer que, en fait, les ateliers d'autodéfense, ce n'est pas que physique, ça va aussi savoir comment savoir répondre à la personne selon telle ou telle situation. Ce n'est pas que ça peut être de la dialectique aussi, ça peut juste être voilà, sans se laisser faire, parce que parfois juste dire ah, merci hein, et partir comme ça peut vous laisser un sentiment assez nauséabond et faire baisser votre estime de vous-même, et puis si ça reste une violence, ça peut engendrer du stress, ça peut être très angoissant. Donc ça, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi et avoir 2-3 gestes très importants. Savoir viser les zones vitales, le cou, le ventre et les testicules. Hop, allez, on n'en parle plus. Et voilà, vraiment, on est sur des choses très, très simples. On n'a pas besoin d'un stage de 10 ou un jour ou de savoir faire du Krav Maga de manière intensive. L'important, c'est vraiment de savoir qu'on peut le faire et on peut s'en sortir, mais que si, voilà, il faut aussi prendre conscience qu'il ne faut pas se culpabiliser si on n'a pas su réagir. Voilà, parce que notre cerveau et notre corps fait tout pour ne pas craquer. Je pense que l'important, c'est aussi vraiment de développer, comme ça, c'est le cas depuis quelques années maintenant, et que ça continue, l'écoute entre femmes et vraiment de partager nos récits entre nous et de voir en quoi ils sont communs et d'identifier que qu'effectivement que c'est pas, enfin, il y a un élément qui est vachement qui rentre en compte quand on est une victime de violences sexuelles, c'est vraiment la culpabilisation aussi. Et quand on partage nos récits et qu'on identifie que ces récits-là, ils sont communs, la faute, elle est plus individuelle, on la sent plus sur nous-mêmes, mais vraiment, on peut la renverser sur la personne qui est vraiment responsable de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire l'agresseur. Et effectivement, j'ai vu dans les commentaires, la honte doit changer de camp, c'est exactement ça, que culturellement, la honte ne soit plus mise sur les femmes et qu'en fait, ce soit toujours sur n'importe quel angle notre faute, mais vraiment la faute des agresseurs et que ne plus porter ce fardeau-là. Parce que le fardeau du psychotraumatisme, il est déjà très très lourd. Alors si en plus on doit porter la honte et le silence, c'est juste pas possible. Donc vraiment parler et s'entourer de personnes bienveillantes, s'entourer de femmes féministes et voilà. Et oui, puis les ateliers d'autodéfense, c'est aussi apprendre à fuir en se protégeant. Voilà. Parce qu'on pense toujours que c'est l'attaque, mais c'est aussi savoir éviter, esquiver. Dans les questions et dans les remarques, je crois qu'il y a eu peut-être un malentendu. Alors, on me parle du cerveau, entre la différence de cerveau entre hommes et femmes. Donc, non, il n'y a pas de différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme au niveau cognitif. Comme je disais tout à l'heure, la plasticité cérébrale fait que si une femme joue du piano depuis l'enfance ou un homme joue du piano depuis l'enfance, ils sont tous les deux autant capables de savoir faire du piano, des maths, tant qu'ils ont été entraînés. Donc ça, c'est vraiment au niveau cognitif. On n'a aucune différence entre un homme et une femme au niveau cognitif. Mais par contre, évidemment, au niveau hormonal, on va, nous, avoir des zones qui se déclenchent, par exemple, pendant les règles ou la maternité. Ça, c'est juste, voilà, par exemple, ce qu'on appelle l'ocytocine va être déclenché quand la femme accouche d'un enfant. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ocytocine, c'est-à-dire c'est l'hormone de l'attachement, mais le père le développe aussi. Voilà, mais c'est juste que c'est pas de la même manière. Voilà, on n'a pas, il y a juste un niveau hormonal dans le cerveau primitif, une fois encore, où là on peut voir des différences et c'est évident puisqu'on n'a pas le même fonctionnement au niveau reproductif. Et voilà, c'est le seul endroit où on peut voir une différence. Bien évidemment qu'au niveau cognitif, tant qu'on les différences sont plus entre individus qu'entre sexes. Voilà.
Voilà, alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais Bah pas oui, je s'il en pense que c'est reste bon. dans le chat, mais Je pense que c'est bon. on a à peu près fait le tour, je pense. Est-ce que vous avez encore des questions? De remarques. Alors, je vois, donc j'ai en privé, mais je vous réponds à tout le monde. Oui, il y a encore d'autres webinaires qui sont prévus. Bon, pour l'instant, les événements ne sont pas sur la page Facebook d'Osez le Féminisme, mais bon, il suffit de rester alerte un peu sur la page d'Osez le Féminisme et vous les verrez. Donc, il y a d'autres thèmes qui vont suivre, notamment un webinaire dans lequel Meryl interviendra aussi donc, sur la pornographie. Un autre sur les liens entre véganisme et féminisme, où Meryl sera également intervenante. Oui, c'est la superwoman des webinaires Voilà, de... je suis partout. Et voilà d'autres thèmes Voilà. à suivre. Donc, il y aura d'autres webinaires et vous aurez toutes les infos sur la page d'OLF. Voilà. Voilà, et puis on m'a demandé plusieurs fois en privé nos coordonnées. Vous recevrez donc un mail avec les diapos, du contenu. Et si jamais vous avez des questions ou vous voulez aller plus loin, voilà, vous pourrez nous répondre via nos mails pour avoir plus d'éclaircissements. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé et à bientôt avec les autres webinaires d'Oser le Féminisme. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à adhérer si vous n'êtes pas adhérent. Ça nous permet de faire ce genre d'événement. Et merci à tous et à toutes. Merci encore, bonne Au revoir. soirée. Bonne Au soirée. revoir.